Bonsoir et bienvenue dans ce live organisé par 3M sur le thème du futur durable et de l'innovation pour un futur durable. Un concept que nous allons éclaircir et approfondir jusqu'à 18h30 ensemble. Je suis ravi d'être avec vous. Bienvenue à vous qui êtes des partenaires, des clients, des partenaires privés ou publics, des clients privés ou publics de 3M, des groupes, des associations qui travaillent avec 3M. On est ravi de vous recevoir dans ce live qui sera donc consacré à répondre à cette question, comment innover pour un futur durable. On va le faire avec des experts qui nous ont rejoints parfois de loin, ils seront en duplex avec nous, de Bruxelles, des États-Unis, évidemment des experts en plateau, des gens qui nous parleront d'innovation durable et qui nous parleront de leur métier, de ce qu'attendent les clients et les partenaires de 3M pour qu'à quelques jours de la Journée mondiale du développement durable, vous ayez toutes les cartes en main pour comprendre ce que c'est que cette innovation durable. Si vous souhaitez poser des questions, évidemment, vous pouvez le faire. Si vous êtes derrière votre écran, vous avez une rubrique questions qui s'affiche. N'hésitez pas, des commentaires, des critiques, des questions. On essaiera d'y répondre jusqu'à 18h30. Je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle David Abiker et je vais recevoir maintenant le patron France de 3M. Il s'appelle Alain Simonet. Il est également patron d'une partie de la Méditerranée, des pays de la Méditerranée pour 3M. Et je vais lui poser une question toute simple. Pourquoi cette soirée? Pourquoi cette heure et demie sur l'innovation durable? À tout de suite. Et nous sommes avec Alain Simonet. Bonsoir Alain. Bonsoir David. Je vous dis bonsoir, mais enfin il est 17h. Bon, enfin, on se rapproche de la soirée. Alain Simonet, vous êtes vice-président et managing director Ouest Méditerranée Région 3M. Je vais faire simple, vous êtes le patron de 3M en France et pour une partie des pays de la Méditerranée. Première question toute simple, pourquoi cette heure et demie, qui est à la fois un événement digital, puisqu'on connaît le contexte évidemment de Covid, pourquoi cette heure et demie et pourquoi cette thématique? Peut-être, David, d'abord vous dire combien je suis heureux d'être là. Vous dire qu'il y a bientôt 3-4 mois que je suis revenu dans la région et que c'est avec plaisir que je retrouve cet environnement, mais aussi une partie de cette audience. Et je veux les remercier d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez où avant? J'étais en Europe de l'Est, basé à Varsovie, donc un environnement assez différent. Welcome back. Et c'est très agréable d'être de retour, surtout pour parler de ce thème de l'innovation durable qui va nous occuper aujourd'hui. Je vois, en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui nous anime au sein de 3M, trois grandes choses là, qui se précisent à l'horizon. Une transformation technologique, surtout numérique. On voit, une transformation environnementale qui commence à être de plus en plus perceptible dans tout le tissu de la société, des entreprises, de l'économie. Et puis aussi un enjeu d'engagement de nos entreprises, de nos employés, de nous-mêmes, de nos collaborateurs et des gens autour de nous. Et je crois que c'est bien de pouvoir aujourd'hui se rassembler avec 3M pour en débattre, échanger sur ce thème-là. Et puis, j'espère au cours de la soirée, pouvoir aussi peut-être illustrer par des exemples comment, modestement, mais sûrement, nous souhaitons contribuer à cet enjeu-là avec nos partenaires. Transformation numérique, transformation environnementale, engagement des collaborateurs, mais aussi de ceux qui nous regardent, vos clients, vos partenaires, évidemment vos collaborateurs chez 3M. Alors on pourrait aller plus avant, mais 3M a été tellement présent, sans qu'on le sache toujours d'ailleurs, dans la grande bataille du masque qui s'est livrée depuis 1 an et demi, qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu un coup de projecteur sur les coulisses de cette bataille-là. Oui, la bataille du masque ou la bataille du Covid, puisque c'est cette bataille-là ou cette guerre-là, comme ça a souvent été mentionné dans les médias, que nous essayons tous d'adresser, tous ensemble, au quotidien et dans nos entreprises. Et c'est vrai que l'année 2020... notamment, a été une année compliquée pour nous tous. Nous sommes très présents sur des marchés comme l'industrie, l'aéronautique, l'automobile, des secteurs de la santé, des secteurs du grand public, des secteurs de la sécurité. Et vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi, un ensemble de ces secteurs ont été très durement touchés, d'autres un peu moins. Peut-être la force de 3M, c'est d'être justement très large dans ses capacités d'agir et c'est les marchés qu'elle couvre. Et certainement, la pandémie a été un enjeu pour nous. D'abord, celui de protéger
tous les acteurs de la santé. Vous parliez des masques, FFP2, FFP3 et d'autres solutions afin de protéger les acteurs de la santé. C'était vraiment notre priorité numéro 1 et l'ensemble de nos efforts ont été portés là-dessus. Ensuite, bien entendu, protéger le public. Nous interagissons au quotidien largement sur nos sites et autour de nos sites. Et puis, bien sûr, protéger nos employés. Donc ça a véritablement été l'enjeu. Et peut-être vous donner une dimension à l'audience. C'est doubler la production de masques entre 2019 et 2020. Ça signifie, à la fin de 2020, produire, distribuer, commercialiser plus de 2 milliards de masques. 170 millions de masques par mois. C'est énorme. C'est énorme. Produit dans des usines 3M dans le monde entier, en Europe, en Asie, aux États-Unis. C'est énorme. Nous en étions nous-mêmes surpris de notre capacité de réaction. Et là, je veux aussi saluer, bien sûr, tous les ingénieurs, tous les collaborateurs, mais aussi les partenaires qui nous ont aidés à répondre à cet enjeu-là. Et encore aujourd'hui, à faire attention. Ça continue parce qu'on va en parler tout à l'heure de cette bataille des masques et de la problématique masque, qui revient à parler à une gestion de crise à laquelle vous avez participé, évidemment. Alors, je parle de gestion de crise. On a devant nous, et depuis un certain temps, on le sait, une gestion de crise climatique, de crise environnementale à affronter. C'est le mot, à l'affronter. Qu'est-ce que vous sous-entendez par s'engager pour un futur durable, pour 3M, pour votre groupe, qui est évidemment mondial, ce que ça représente en France et en Europe du Sud, en Europe méditerranéenne. Comment vous positionnez cette problématique, vous, aujourd'hui ? Déjà, David, peut-être dire qu'on ne la positionne pas aujourd'hui. Je crois qu'on peut confortablement dire, mais aussi il faut être modeste, mais on a toujours adressé cette problématique environnementale, notamment autour de nos sites de production. On a en France, en Espagne et dans beaucoup de pays d'Europe et du monde, une présence qui se traduit par des implantations de fabrication de produits divers et variés. Donc il faut avoir constamment en tête ces enjeux de l'impact que nous pouvons avoir sur l'environnement qui est proche de nous. Donc depuis 1975, et je vais vous faire sourire, je suis sûr que vous allez le reprendre, chez 3M, tout fonctionne avec des 3. 3M, nous avons un programme qui s'appelle 3P. La prévention de la pollution paye. Ce sont des milliers de projets depuis ce lancement-là, des milliers de micro-actions qui permettent derrière d'économiser de l'énergie, d'avoir des sites de production consommant moins d'eau, d'avoir moins de déchets ou de réfléchir à ces enjeux de comment disposer de nos déchets, etc. etc. La prévention de la pollution paye. C'est pas mal. PPP, c'est un beau slogan. Et ça marche dans toutes les langues. Et ça marche dans toutes les langues. Super. Prevention of pollution pays, donc c'est bien. Puis ça plaît aussi, vous pourriez rajouter un P. Et plus que ça marche. Ouais. Ça marche, ce sont des millions d'euros d'investissement pour des sites de production plus respectueux de l'environnement et ce sont aussi des économies, de la productivité, de l'efficacité que nous pouvons ensuite réinvestir, réinjecter dans nos systèmes et dans notre entreprise. Donc il y a réellement un business case. On est une société cotée, nous avons des enjeux vis-à-vis de nos actionnaires. Il faut que l'ensemble des éléments que nous conduisons, et je sais qu'on y reviendra plus tard, autour des actionnaires et des enjeux de développement durable, il faut que nous soyons capables de démontrer que ces choses-là ont aussi, au-delà d'un objectif, un résultat. Concrètement, aujourd'hui, ça se traduit... vous venez de l'énoncer, mais il y a des actions que vous avez en tête particulières, des choses emblématiques ? Oui, alors, parmi les choses emblématiques, et je vais aller vite parce que on pourrait y passer l'heure et demie, mais là aussi, on essaye de le décliner, et lors d'un premier entretien ensemble, vous m'avez qualifié de pragmatique, et j'aime bien ça. On a cette volonté très pragmatique de décliner les choses entre une ambition et une action, et j'y reviendrai. Donc 3C, 3M. 3P, 3C. Vous avez plein de moyens mnémotechniques chez vous. Ça nous aide, on a besoin de ça. Mais c'est aussi une bonne façon pour l'ensemble des collaborateurs de pouvoir aussi se repérer, s'associer à ces efforts-là. Donc le premier, c'est l'aspect climat, défense du climat, protection du climat, le premier C. Et là, on va se focaliser sur la carbonation de l'industrie, la nôtre, celle de nos clients, comment aider à contribuer à avoir moins d'émissions de gaz de serre, d'effet
effet de serre, gaz à effet de serre. Ça va être ensuite, le deuxième, c'est la circularité. Donc la science au bénéfice de la circularité, la science au bénéfice du climat. La circularité, ça va être faire plus avec moins. Moins d'eau, moins de matériaux, des matériaux recyclables, etc., etc. Et puis le dernier auquel personnellement je tiens beaucoup parce que c'est aussi comme ça que nous vivons dans nos entreprises, dans notre entreprise, c'est la science au bénéfice, au profit de nos communautés. Parce que nous ne sommes pas isolés au milieu d'un vide sidéral, nous travaillons au sein de communautés. Donc que ce soit par l'action au travers de programmes d'éducation ou tout simplement soutenir des NGO ou des communautés locales qui d'ailleurs, on parlait du Covid tout à l'heure, ont souvent subi plus que d'autres. Il y a beaucoup de communautés assez défavorisées qui ont subi plus que d'autres cet effet Covid. Eh bien, nous sommes là aussi pour essayer de les soutenir ou en tout cas de contribuer à leurs efforts aussi autour de ces enjeux. 3 chiffres, pas plus. Être zéro émission carbone en 2050 avec une vraie feuille de route entre-temps. Réduire améliorer notre efficacité énergétique de 30% d'ici 2025. Donc, vous voyez, des étapes très... 2025, c'est demain. Hein. C'est demain. Et d'ailleurs, c'est déjà aujourd'hui en France, puisque j'aurai le plaisir, je peux le faire peut-être en avance de phase, d'annoncer que nous serons 100% énergie renouvelable en France sur l'ensemble de nos sites et même dans la région que je conduis cette année. Donc, c'est une réalité, voilà. C'est concret. Les choses sont en place. Et puis, peut-être un autre élément qui est très récent, c'est notre volonté d'aller plus loin dans l'utilisation, dans une moindre utilisation des plastiques, et donc la volonté de réduire de près de 125 millions de tonnes les plastiques base pétrole dans nos produits grand public notamment. C'est l'équivalent de 5 tours Eiffel, le poids de 5 tours Eiffel. Donc voilà, ça parle et c'est une réalité d'ici 2025 aussi que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc des actions concrètes, je le disais, des ambitions fortes, mais aussi des actions concrètes, c'est ce qui nous anime au sein de 3M. Voilà. Votre rôle dans cette thématique et dans cet impératif d'innovation responsable? J'espère que vous le sentez, c'est déjà d'avoir peut-être une certaine, sinon passion, une certaine forme d'engagement autour de ces sujets-là réels. Enfin, je pense qu'il y a une vraie opportunité, je le disais, à saisir autour de ces enjeux-là pour nos entreprises, mais je crois que c'est aussi une attente forte de nos clients. Une attente forte de nos collaborateurs et, nous en parlions aussi, une attente forte de nos actionnaires. Cet enjeu-là est en train de changer. Il n'est plus question à Wall Street de ne regarder que purement le résultat financier trimestriel, l'engagement de l'entreprise. On l'a vu tout récemment d'ailleurs pour des grandes compagnies pétrolières, les actionnaires commencent à bouger en disant vous en faites pas assez. Absolument, en France, incroyable. En France notamment. En France, chez Total, on va dire les choses. Absolument. Pas de problème. Mais il n'y a pas que Total. C'est un enjeu et c'est un enjeu positif puisque je crois sincèrement qu'il y a tellement de choses à faire dans cet environnement-là pour innover durablement. Et j'espère aujourd'hui, au travers de cette session, que nous pourrons illustrer, encore une fois, de façon concrète, réaliste, comment, avec nos partenaires, nous proposons d'innover pour un futur durable. Voilà. Alain Simonet, merci. Il faut que vous gardiez un peu d'énergie pour la fin. C'est vous qui allez faire la conclusion. Donc vous êtes obligé d'écouter ce qui va se dire. Je sais que ça va vous intéresser. Absolument. Et notamment ce que va nous dire Mélanie Marcel dans un instant. Mélanie Marcel a cofondé SoScience, qui est un think tank. Et elle va nous parler justement de cette innovation responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va le faire avec ses mots à elle, avec son expérience à elle, son engagement à elle, et surtout avec plein d'exemples, car Mélanie Marcel est venue avec des exemples. A tout de suite, on la retrouve dans une poignée de secondes. Alain, merci. Merci David. Mélanie, bonjour. Bonjour. Mélanie Marcel, vous êtes fondatrice de SoScience. On va parler d'innovation responsable, mais avant, un petit cours théorique de pas plus de 30 secondes. Qu'est-ce que c'est que l'innovation responsable ? Alors l'innovation responsable, ça consiste évidemment à innover, mais pour essayer de répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Vous en avez parlé, on a une crise climatique qu'on doit résoudre. On a des nombreuses crises sociales aussi, donc on a vraiment des enjeux sociétaux sur les bras. Et l'innovation responsable, c'est tout simplement changer les innovations qu'on sort, donc les produits, mais aussi la manière d'innover,
pour répondre réellement à ces enjeux. Pas seulement ne pas causer de mal, mais aussi apporter des solutions. Alors, il va falloir nous donner des exemples, en fait, parce que la définition, elle est parfaite, concurrence pure et parfaite, concept parfait, objectif louable. On a envie de vous entendre nous citer des exemples, parce que dans votre think tank, SoScience, vous avez un point de vue imprenable sur les projets d'innovation responsable des entreprises et des industries. Alors, effectivement, je vais vous en proposer deux exemples très concrets. Le premier, c'est chez Tarkett, une grande industrie qui fait des revêtements de sol et qui avait une approche déjà d'innovation durable assez classique et assez excellente, parce qu'il y avait une idée de se dire, par exemple, on va réduire la quantité de matière qu'on utilise. Tarkett, c'est de la moquette, hein. Grosso modo, quand on dit des revêtements de sol, ça peut être de la moquette, du lino, des choses qu'on met par terre. Tout à fait, voilà, et plutôt pour les professionnels d'ailleurs. Et donc, réduction des impacts négatifs, réduction dans les process, de l'eau qu'on utilise, de l'énergie qu'on utilise, etc. Donc, une vraie belle démarche d'innovation circulaire où, pratiquement, sur certains produits, il y avait 95% de la moquette, une fois en fin de vie, qui retournait en production et qui était réintégrée dans des nouvelles moquettes, donc beaucoup moins de déchets, donc extrêmement intéressant. C'est pas mal, parce que chez les particuliers, quand on pose de la moquette, généralement, elle se retrouve à la benne quand on déménage ou quand un nouveau locataire arrive ou un propriétaire arrive. Absolument. Donc la performance, c'est pas mal, mais on peut aller beaucoup plus loin. Ah. Et c'est ce que Tarkett a décidé de faire en faisant de l'innovation responsable. Ils se sont demandé, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait avoir moins d'impact négatif, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à comment on pourrait apporter des solutions et avoir de l'impact positif. Et ils se sont demandé quel type de problèmes sociaux, environnementaux ou de santé ils pouvaient résoudre. Et il faut savoir qu'en France, l'une des premières causes de mortalité quand on a plus de 65 ans, c'est qu'on tombe sur le sol et qu'on n'est pas assisté dans les quelques minutes qui suivent, et s'en suivent tout un tas de problèmes de santé. Et donc ils se sont dit, le sol, c'est notre métier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont développé toute une gamme de produits qui sont des sols connectés, qu'on peut mettre en place dans les hôpitaux, les maisons de retraite, et qui repèrent les mouvements étranges, qui repèrent les chutes des personnes âgées sur le sol et qui préviennent immédiatement les secours. Et donc là, on voit que cette entreprise, en fait, elle s'est concentrée sur son cœur de métier, le sol, et elle ne s'est pas juste demandé comment je fais pour avoir moins d'impact négatif, mais en fait, pourquoi est-ce que moi, mon produit, il répond à une problématique sociale et je peux sauver des vies? Donc je vous résume. Première étape, une moquette, je dis moquette, mais un revêtement de sol à impact quasi négatif. Tout est recyclé en fin de vie, donc ça ne se balade pas dans la nature. Impact positif, on va plus loin. On prend les mêmes et on les rend intelligents et on fait en sorte que les sols soient des sols Huttion. Exactement. J'adore les calembours, excusez-moi. Il était très bien. Ouais. Le deuxième exemple, c'est un exemple qu'on a mené nous-mêmes chez SoScience, parce que non seulement on observe ce qui se passe chez les autres entreprises, mais avec toute l'expérience qu'on a accumulée, on aide aussi à mettre en place des nouveaux processus d'innovation pour développer ce type d'idées, ce type de solutions chez les grands industriels. Et on a travaillé notamment avec Perrier, du groupe Nestlé, sur la question du packaging plastique, qui est un énorme problème environnemental, évidemment, puisque quand on consomme une bouteille de plastique, et puis avec les quantités que produit Perrier, mais tous les fabricants de bouteilles plastiques, on a des gros enjeux environnementaux. Ce qu'on a monté avec eux, c'est un programme d'innovation collaborative où on a, dans le monde entier, c'est plus d'une vingtaine de pays représentés, trouvé des innovateurs qui sont des industries, des start-up évidemment, mais aussi des chercheurs du public qui travaillent sur les enjeux plastiques, mais également la société civile, qui est rarement en fait mise aux contributions de ce genre de solutions très techniques. Et donc on avait des entrepreneurs sociaux, des associations, des ONG, etc. On a réuni ce collectif et ils ont planché ensemble sur des solutions qui pouvaient marcher pour les parties prenantes en fait et qui pouvaient être acceptées. Et de ça sortent un certain nombre d'innovations qui sont co-construites avec toutes les parties prenantes, et notamment une des innovations qui a été travaillée par Perrier, c'est une collaboration entre le centre technique de Perrier et une entreprise sociale française qui s'appelle FlexiKeg et qui met en œuvre en fait des fûts flexibles pour pouvoir avoir
du Perrier à la pression, comme vous pourriez avoir finalement votre bière à la pression. C'est-à-dire que ça va se développer, ça, l'eau minérale? Parce qu'aujourd'hui, quand on va faire ses courses ou quand on va dans des supérettes à Paris, il y a des choses qu'on peut acheter en vrac. Et le en vrac se développe, mais pour l'instant, ça concerne les cacahuètes, quoi. Grosso modo, symbolique. Vous dites que demain, l'eau minérale, ou aujourd'hui, d'ores et déjà, on peut aller chercher son Perrier en vrac? En fait, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'y pense pas, mais c'est une vraie problématique technique. Parce que quand on met de l'eau en vrac, il y a des vraies questions qui se posent, évidemment, sur la question sanitaire, mais aussi sur la question du goût de l'eau. Il ne faut pas que l'eau prenne le goût du contenant dans lequel on l'a mis. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent être possibles, qui seront possibles, on l'espère évidemment à l'avenir, mais ça demande de la R&D et ça demande d'investir sur ces solutions. Quand des Dior, par exemple, font des make-up, des produits de maquillage rechargeables, avec des flacons qui ne changent pas à chaque fois qu'on s'achète du parfum, mais qui incitent ses clients à faire pas acheter le parfum en vrac, mais en leur donnant des recharges, est-ce que ça fait partie de la problématique? Je pense à ça parce qu'on m'a raconté ça il y a très récemment. Oui, absolument. C'est en fait... Toutes ces entreprises-là, elles ont des problématiques de packaging qui se ressemblent pour beaucoup, qui ont tous leurs propres défis. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Et notamment sur le côté luxe, on voit mal comment le consommateur demain va pouvoir accepter finalement et se faire plaisir avec du luxe si en face, on sait que ça a des enjeux environnementaux ou sociaux catastrophiques. Ça va un peu en antinomie avec le plaisir qu'on peut avoir sur ce genre de produits cosmétiques. Il y a une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'une entreprise, si elle veut faire de l'innovation responsable, elle doit tout reprendre à la base ou elle peut agir par silo ou par produit ou par ligne de fabrication ou par process parce qu'on ne sait pas par où commencer. J'imagine un directeur industriel, un directeur du marketing, un directeur général, il se dit est-ce que je fais d'abord les moquettes, est-ce que je fais le lino, est-ce que je fais Perrier acidulé ou est-ce que je fais Perrier nature? On peut avancer petit à petit? Alors c'est très important comme question parce que la taille du chantier est immense. Donc on peut se retrouver perdu assez vite. Ce qui est extrêmement important, c'est effectivement de connaître ses priorités, de savoir là où on pourra avoir le plus d'impact. Donc ça veut dire se poser les bonnes questions sur les technologies, les portefeuilles de brevets qu'on a et voir vraiment où est-ce qu'on peut faire un effet de levier, où est-ce qu'on est vraiment intelligent et pertinent. Et ensuite, moi ce que je conseille toujours à nos clients, c'est de ne pas faire cette stratégie seule. Il faut absolument s'entourer déjà à ce moment-là des parties prenantes, donc des communautés, des citoyens, des personnes que d'habitude on n'a pas dans les stratégies. Il faut mettre ses clients, il faut mettre ses fournisseurs. Absolument. Et il faut voir ensemble qu'est-ce qu'on a envie d'adresser vraiment de façon commune, parce que les problèmes sont tellement complexes qu'on peut seulement les résoudre si on est tous à bord. Mélanie, j'ai déjà des questions qui m'arrivent. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent en faisant travailler les entreprises privées et les associations ou les clients, ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosystème? Là encore, on ne sait pas par où commencer. C'est un peu le débat de la poule et l'œuf, quoi. Par où ça débute? Alors, il y a deux, moi je dirais, problèmes principaux. Le premier, c'est qu'il faut s'aligner sur une vision commune. Et donc ça, c'est souvent difficile parce que les entreprises et les associations... Ça tire dans tous les sens. Souvent, ils sont même parfois en conflit. Oui, donc ça peut être problématique. Mais en fait, c'est là que c'est très intéressant de travailler sur une innovation autour des enjeux du développement durable parce que dès qu'on est sur la question du développement durable, finalement, il faut reposer les termes de la question sur des problématiques de bien commun, sur des problématiques où ça devient très difficile d'être dans un camp plutôt qu'un autre. Finalement, quand on va parler de la pollution plastique, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un problème. Ensuite, comment on le résout? Là, on peut rentrer dans la discussion. Mais déjà, si on s'est mis d'accord sur une vision, on avance beaucoup plus facilement ensemble. Le deuxième point qui est un peu critique, c'est en général les temporalités, qui ne sont évidemment pas les mêmes pour tous les acteurs. Et c'est là que c'est très important de créer des projets qui sont finalement bien managés. Et en fait, ce que savent faire les entreprises très très bien. Donc il faut accepter d'aller vers ces acteurs-là et puis les intégrer au projet. Une autre question, on dit qu'il y a une génération climat, que c'est elle qui porte les choses dans l'avenir, c'est la faute des boomers, la génération d'avant est fautive, enfin bon, il y a tout
tout un blabla autour de ça. Est-ce que les jeunes sont attirés par les entreprises qui font de l'innovation durable? Et je pense notamment aux jeunes ingénieurs. Est-ce que dans les écoles d'ingénieurs, ce concept d'innovation durable est déjà, fait partie déjà du programme, si j'ose dire? Vous êtes dans l'air du temps parce qu'il y a de ça 2 ans, il y a eu vraiment un gros changement dans les écoles d'ingénieurs. Il y a eu plusieurs écoles et plusieurs collectifs d'étudiants qui se sont mis ensemble, qui ont sorti des tribunes dans la presse et qui ont dit on refusera maintenant d'aller dans les entreprises qui ne s'engagent pas pour le climat. On ne veut même plus que nos études soient financées par telle entreprise ou telle entreprise. Ils sont incroyables, hein. Quel culot ces jeunes. Beaucoup d'énergie. C'est pas possible. Beaucoup d'énergie. Et c'est très bien parce que ça fait changer les choses et ils feront changer les choses en interne. Le Covid, est-ce que ça a accéléré vos préoccupations? Parce que vous êtes là-dessus depuis longtemps, c'est un peu votre vocation. Vous évangélisez, si j'ose dire, et vous en parlez bien. Est-ce que cette période du Covid, qui nous parle beaucoup du monde d'après d'ailleurs, hein, et qui mélange beaucoup de choses, le numérique, le changement climatique, des efforts en faveur de l'environnement, est-ce que le Covid est un accélérateur de tout ça? Est-ce que tous les gens que vous rencontrez vous disent « Allez, ça y est, on s'y met, on s'y met, on s'y met » En fait, c'est une très bonne question parce qu'il y a eu un peu un retour ambigu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu une vraie prise de conscience. Et le nombre d'entreprises, nous, qu'on a vues, qui vraiment se sont pris une claque avec le Covid et qui se sont dit il faut qu'on fasse les choses autrement parce que ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment eu cette prise de conscience-là, donc c'est très bien. Mais d'un autre, évidemment, le Covid aussi amène tout un tas d'enjeux économiques, tout un tas de problèmes en interne. Et ça a aussi pu ralentir certaines entreprises qui doivent déjà commencer par s'adapter à cette première crise. Évidemment, nous, on leur conseille pour s'adapter d'aller sur de l'innovation responsable et d'aller sur de l'innovation durable, mais ce n'est pas toujours évident. Mélanie, on va continuer à en parler avec vous. On va vous retrouver dans une poignée de minutes. Vous restez avec nous? Bien sûr. Bon, alors on vous attend pour un débat à la fin de cette émission. Pour l'heure, ce que je vous propose, c'est de regarder un sujet sur les transports, parce que je vais vous présenter maintenant un JT des solutions. Et ce sujet concerne les nouvelles formes de mobilité, toutes les problématiques qui sont liées à l'innovation durable, évidemment le rôle de 3M dans ces problématiques et dans les solutions apportées par 3M à ses partenaires et clients. Si vous nous rejoignez, vous savez que vous pouvez d'ores et déjà poser des questions. Si vous nous rejoignez, que vous ne savez pas où vous êtes dans une émission spéciale proposée par 3M à ses partenaires publics, privés, à ses clients, sur le futur responsable, sur la façon d'innover pour un futur responsable. Le JT des solutions commence avec ce sujet sur les mobilités. Vous allez tout comprendre maintenant. S'il y a un secteur qui a déjà largement engagé sa mutation, c'est bien le transport, qu'il soit aérien, ferroviaire ou automobile. On voit d'ailleurs tous, dans nos rues, de plus en plus de voitures électriques. C'est le résultat d'investissements majeurs des industriels qui ont, depuis de nombreuses années, engagé des processus d'innovation pour rendre leurs produits et services plus compatibles avec un développement responsable. Depuis de nombreuses années, 3M accompagne ses clients industriels dans l'allègement des matériaux, l'amélioration de leur rendement et l'allongement de la durée de vie de leur système. Le remplacement de l'assemblage mécanique lourd, type soudure, rivet, par un assemblage collé permet de réduire de façon très importante le poids des matériaux. La réduction des composants mécaniques moteurs, le downsizing, induit une densification de puissance. Nos solutions apportent dans ce cas performance, fiabilité et sécurité pour les assemblages mécaniques vissés. L'allègement des véhicules a un lien direct avec leur consommation et leur autonomie, notamment en réduisant la densité des matériaux plastiques et composites en les chargeant de microsphères de verre. 3M améliore ainsi significativement le poids des composants sans compromis. Réduire de 100 kg le poids d'une voiture permet de réduire sa consommation de 0,5 litres pour 100 km. 3M apporte également des solutions polymères aidant à diminuer la consommation énergétique des véhicules électriques, tout en aidant à optimiser les volumes de l'habitacle avec des films transparents dans le visible, mais miroirs pour les infrarouges. Ainsi, l'intégration de ce type de polymère dans le vitrage de toit permet de réduire la consommation de la climatisation de l'ordre de 10%. 3M, ce sont aussi des solutions pour le rendement énergétique, car réduire la consommation, ce sont aussi réduire les pertes, que ce soit dans une voiture électrique ou dans la cabine des avions. Car il est important de ne pas devoir choisir entre confort et rendement énergétique. C'est donc toute une chaîne de valeur qui se met au service d'un transport plus éco-responsable. Performance des fluides de nettoyage, refroidissement et protection, gestion thermique des batteries, tout cela est primordial pour la sécurité et la durabilité des batteries.
Sans oublier que les piles à combustible ouvrent une nouvelle ère durable pour les transports. Acteur historique et pionnier dans les membranes échangeuses de protons, 3M participe à l'amélioration du rendement et de la durée de vie de ces composants clés des piles à combustible. La pile à combustible et l'hydrogène apporteront de nouveaux progrès en matière environnementale, mais aussi de nouveaux challenges auxquels 3M, de par ses innovations, contribuera à répondre. Retour dans cette émission et dans le JT des solutions, les solutions 3M pour une innovation, pour un futur durable. On continue d'explorer ce sujet avec nos invités et je vais vous les présenter parce que nous allons explorer 3 thématiques avec eux sur lesquelles le 3M est positionné de façon complémentaire à 360 degrés, comme on le dit. Il y a évidemment l'énergie qui correspond aux enjeux de transition énergétique. Vous avez évidemment les transports et puis vous avez ce que 3M appelle la vie en communauté. Alors, la vie en communauté, c'est plein de solutions, mais des solutions signalétiques, des solutions qui permettent de faire de participer à la prévention. Et puis, c'est aussi, tout simplement, le masque. Le masque, c'est aussi une solution de vie en communauté, transitoire, j'espère, mais c'est une solution. Alors, pour en parler avec nous, il y a Corinne Pergral-Méjean, experte en protection respiratoire chez 3M. Corinne, je vous ai demandé de garder votre masque, parce que dit comme ça, j'en ai jamais vu. Ben oui, nous allons parler aujourd'hui des masques FFP2 qui ont été entre autres réservés en priorité au personnel soignant pendant toute cette pandémie et donc qui sont différents de tous les masques. Ah, le vôtre, il est différent, j'en ai jamais eu comme ça. Les personnels de santé en ont des comme ça. Oh là là là. Je suis très envieux. Vous me le prêterez? Non, je dis des bêtises. Les masques ne se prêtent pas. Vous pouvez l'enlever, Corinne. C'était vraiment pour qu'on ait une démonstration avec un top modèle 3M. Valérie Moal, vous êtes avec nous, experte en solutions pour l'énergie, chez 3M également. Avec vous, on va l'énergie, la transition énergétique, les batteries, etc. Sur ces problématiques, 3M est positionné à des endroits très précis en fonction de ses métiers. Et puis Marc Noblet, je vais commencer avec vous parce qu'on vient de voir un sujet sur les transports. Ma première question est très large en fait, Marc. Comment vous voyez cette mobilité demain? Alors déjà, je vois et nous voyons la mobilité décarbonée. Ça veut dire moins de CO2, réduire le CO2, parce que le CO2 participe au réchauffement climatique, mais aussi améliorer la qualité de l'air en ville. On voit qu'il y a les 2 problématiques. Si vous avez voyagé, si vous voyez à Paris, mais à Shanghai ou à d'autres pays, vous avez des endroits où c'est vraiment le vrai problématique qui touche aussi la population. Alors vous travaillez sur quel sujet? Vous travaillez chez 3M évidemment, mais vos sujets à vous, c'est quoi par rapport aux problématiques transport? Il y a plusieurs sujets qu'on travaille. Donc dans le film, on a parlé un peu de l'allègement, du collage de produits différents, de l'acoustique. Mais je vais plutôt parler de 2 innovations sur lesquelles on travaille actuellement. C'est comme le véhicule autonome va très certainement, on va repenser la ville, on va repenser l'usage du véhicule. On est 2 générations, on avait l'habitude du véhicule. Il va être certainement partagé. Aujourd'hui, un véhicule, c'est 5% d'utilisation. Demain, ça risque d'être 50%, parce que quand il sera rechargé, il pourra l'utiliser par quelqu'un d'autre. Donc, on voit que tout ça change. Et donc, ce qu'on va faire dans le véhicule va changer aussi. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Et puis aussi, la batterie, la sécurité. Donc, c'est les 2 gros sujets. Donc, sur la partie plutôt véhicule électrique, on voit que les véhicules électriques sont habituellement plus compacts, parce que les batteries sous les sièges, la plupart du temps. Donc, on se retrouve avec des plafonds en verre pour donner une impression d'espace. Et on se rend compte que la batterie dans un véhicule électrique, elle est là pour propulser le véhicule. Elle n'est pas vraiment là pour toutes les utilisations auxiliaires de la batterie. Si vous passez votre temps avec la climatisation et plein de systèmes gourmands, vous allez aller moins loin. Donc on se rend compte que nous 3M, on travaille beaucoup avec les verriers pour améliorer les systèmes verriers, pour les rendre, pour éviter l'effet de serre en fin de compte dans la voiture. Et donc vous consommez moins lié à la climatisation, mais surtout vous l'entendez plus, parce qu'une voiture électrique c'est moins bruyant, donc c'est pas pour entendre la clim. Donc voilà un exemple, mais c'est aussi la même chose sur tous les écrans que vous avez dans votre voiture. On va s'occuper de savoir qui doit voir l'information, et donc de diriger la lumière dans le bon sens, mais aussi de faire un recyclage, entre guillemets, de la lumière dans la boîte, de telle manière de ne faire sortir que la lumière polarisée. Donc c'est aussi un moyen de réduire la consommation de tous les écrans. Et la prochaine génération, c'est d'utiliser tous ces vitrages pour en faire des systèmes de projection
et interagir avec l'environnement extérieur dans une réalité augmentée. Donc ça, c'est plutôt... Vous voulez dire que les vitres de la voiture, ça va devenir des écrans? Oui. Mais et le conducteur, alors le conducteur, il conduira encore à ce moment-là, ou il va regarder les vitres de sa voiture complètement émerveillé parce qu'il y a Gladiator dessus? Non, mais il y a tout le monde fantasme sur cette voiture-là. Voilà. Donc vous avez déjà des systèmes tête haute dans les voitures qui sont relativement petits, donc vous allez imaginer ça beaucoup plus grand et allant superposer l'image sur le monde réel, mais beaucoup plus loin dans l'environnement. Donc vous allez pouvoir superposer une image à 10 mètres, là où vous devez tourner ou là où vous devez voir quelque chose. Mais on peut imaginer la même chose sur du purement on ne conduit plus, où les passagers regardent autre chose. C'est incroyable. Ce matin, dans Le Parisien, Luca De Meo, le patron de Renault, il présentait la R5 électrique. Ça veut dire qu'en fait, on n'en est qu'au début. Quand on entendait tout à l'heure Mélanie Marcel qui disait on ne peut pas faire de l'innovation durable tout seul sur sa chaîne industrielle. Ce que vous me racontez, c'est très clair. 3M doit être complètement en phase avec ce qu'attendent les constructeurs automobiles, ce que les chercheurs trouvent sur des verres intelligents. Parce que là, vous êtes en train de nous parler de verres intelligents qui deviennent des écrans, qui filtrent la chaleur pour éventuellement moins consommer de climatisation, mais sinon on n'avancera pas. Vous avez d'autres exemples comme ça, mais on vous écouterait des heures. Voilà, mais bon, on a d'autres exemples qui sont... Donc on travaille beaucoup aussi avec la batterie, parce que la batterie aujourd'hui, il y a des temps de recharge, il y a aussi cette anxiété de ne pas pouvoir arriver à son point, donc on a tendance à faire des grosses batteries pour pouvoir, d'un point de vue marketing, vendre les voitures, mais si on est capable de les recharger plus vite, on va pouvoir à terme diminuer la taille des batteries. Et 3M travaille beaucoup sur la gestion thermique, de telle manière à s'autoriser des recharges rapides, et aussi un autre élément dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est sécurisé en cas d'emballement thermique. Donc permettre aux passagers, aux conducteurs de sortir de la voiture si quelque chose se passe, s'il y a un accident ou s'il y a quelque chose. Ça arrive aussi, il faut y penser. Et alors 3M, dans ces problématiques-là, précisément, que fait 3M? Alors, par exemple, donc on revient par exemple à des développements qui ont été faits il y a bien longtemps sur les tuiles pour Apollo, pour les capsules quand elles redescendaient sur Terre. On a développé des fibres qui tiennent très bien la température. Ces fibres, elles ont été utilisées sur les pots catalytiques à travers des matelas pour éviter que la céramique ne se casse. Et aujourd'hui, on retrouve à peu près les mêmes technologies pour protéger les batteries entre la batterie et l'habitacle. Donc vous faites en sorte qu'on ne s'échauffe pas trop? C'est surtout ça. Oui, c'est pas qu'on ne s'échauffe pas trop, c'est l'emballement thermique, c'est pire que l'échauffement, c'est un feu. Donc on s'emballe pas, quoi. Est-ce qu'on puisse sortir de la voiture? Bon, je vous écouterai des heures, moi, parce que j'adore ces leçons de choses. C'est des vraies leçons de choses. Les industriels, ils font des leçons de choses sans faire de leçons ou sans nous faire de leçons, mais c'est bien d'entrer dans le détail, parce qu'à l'ère numérique, tout le monde pense qu'il sait, personne ne sait rien. C'est à peine si on sait se faire cuire un œuf. Donc je trouve que c'est intéressant d'entendre les industriels et de les questionner sur leur métier et sur ces technologies. Alors Marc, vous restez évidemment avec nous. On va partager aujourd'hui un autre exemple d'innovation durable pour le transport. On va écouter le témoignage de Florence Eustache de chez Alstom. Elle nous parle du revêtement adhésif sur les trains. Ça aussi, c'est un enjeu écologique et vous allez comprendre comment. Je m'appelle Florence Eustache, je travaille dans le groupe Alstom et je suis master expert peinture et pelliculage et expert collage. Dans le cadre de mes activités, je suis amenée à travailler avec 3M. Le film adhésif décoratif 3M nous permet de limiter nos investissements lors de nouveaux sites et par exemple en termes de capex de cabines de peinture ou par exemple de réduire nos cycles de vie en peinture de l'ordre de 60%. Et également d'un point de vue EHS, cela nous permet de réduire l'exposition aux produits chimiques pour nos opérateurs. Nous avons pu nous appuyer sur les laboratoires mondiaux du groupe 3M pour couvrir tous les requis que nous avons au niveau de nos activités, donc en passant des tests mécaniques jusqu'aux vieillissements environnementaux, afin de qualifier cette nouvelle solution qui est disruptive sur le marché ferroviaire. Notre process industriel en est fortement simplifié, notamment avec la réduction de nos consommations énergétiques
donc de ce fait de nos émissions en dioxyde de carbone. Et en plus de ces émissions, nous avons réduit également les émissions en composés organiques volatiles, limité les poussières de ponçage, limité les déchets dans le cadre de tout notre process. L'impression par film nous permet d'avoir une identité visuelle encore plus variée et différenciante pour nos clients finaux. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour nos clients. D'autre part, bien évidemment, l'économie sur les équipements, l'économie sur nos temps méthodes, l'amélioration de nos cycles nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus compétitifs sur notre marché au niveau de nos supports en aluminium. Derrière moi, le succès avec notre première réalisation du nouveau métro Hanoï, mais également l'acceptation sur d'autres programmes européens, nous permettent de confirmer notre positionnement stratégique et technique. Ben, on dit plus beau comme un camion, on dit beau comme un métro, alors c'est comme ça. Hein. Marc Noblet, derrière la satisfaction du client, il y a un enjeu, c'est le moteur de l'innovation. Il vient du client ou est-ce qu'il vient de l'expertise de vos ingénieurs et de votre R&D? Quel est le rôle, quelle est la place du client dans ces nouveautés? Là, on vient de voir des choses assez bluffante. J'ai tendance à dire qu'il vient de la rencontre des innovations, c'est-à-dire de l'application avec tout le travail de recherche qui a été fait. Et on a un processus chez 3M qui est assez bien rodé pour exposer nos clients à nos technologies. C'est quoi ce processus? Vous avez le droit d'en parler ou pas? Du moins, il n'y a rien de secret. C'est d'amener les clients et d'exposer les différentes technologies, de leur montrer ce qu'on peut faire. Et assez souvent, après, dans des petits sous-groupes de travail, on est capable d'identifier quelques pistes. Donc je pourrais vous citer, avec Renault, on a travaillé sur la pile à combustible, avec Areva, puis Alstom, puis on a travaillé sur le remplacement du gaz SF6, hein, qui est le pire des gaz sur Terre en termes de réchauffement climatique. Donc on a cette capacité et les acteurs français ont la capacité de nous retrouver lorsqu'ils ont besoin de nous. Vous avez cité des boîtes qui ont une culture d'ingénierie incroyable. Ça doit être très stimulant de travailler avec ces gens-là, parce qu'on ne peut pas leur raconter n'importe quoi, hein. Et vice-versa d'ailleurs. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas non plus passer son temps dans son précaré à penser qu'on va trouver la solution qui résout un problème qu'on ne connaît pas. Donc il faut travailler tous ensemble. Marc Noblet, vous restez avec nous. On va aborder la question énergétique. Là aussi, 3M intervient dans ce secteur de façon très précise. Vous voyez que il faut être à la fois ambitieux et en même temps pas s'éparpiller. Et vous voyez que chez les industriels, c'est des sujets très pointus à des endroits de la chaîne industrielle où on en a besoin et de façon très qualitative et très performante. C'est ce qui se passe aussi avec l'énergie. On va en parler avec Valérie Moal qui est avec nous. Valérie, vous êtes experte énergie chez 3M. On va d'abord regarder un petit sujet et puis ensuite je vous passe à la question. Si l'énergie est notre bien commun, notre avenir, il appartient à nous tous de l'économiser. Le développement d'une société moins dépendante à une énergie carbonée et des énergies fossiles apparaît clairement comme une priorité. 3M se mobilise et apporte des réponses concrètes pour les industriels et pour le quotidien de chacun, avec par exemple les accessoires à capteurs pour un réseau électrique connecté et résilient. Depuis de nombreuses années, 3M accompagne les industriels de l'éolien, du solaire et des réseaux électriques, mais aussi chacun au quotidien pour réduire ses consommations en chauffage et en climatisation. Pour développer les turbines électriques de l'éolien, les qualités aérodynamiques des pales d'éoliennes sont optimisées grâce à nos générateurs de vortex éolien. De même, 3M optimise le rendement des panneaux photovoltaïques pour répondre à la demande énergétique de demain. Pour développer l'énergie solaire et améliorer l'efficacité des panneaux photovoltaïques, des films aident à produire plus d'énergie électrique en dirigeant les rayons lumineux ou en limitant l'accumulation de saleté. L'important est de maximiser l'énergie solaire captée. Chaque rayon de soleil est redirigé vers la cellule du panneau solaire. L'économie d'énergie passe également par l'amélioration des performances d'isolation et de confort thermique. C'est à Tillouet-les-Cambrai, dans les Hauts-de-France, que nous fabriquons nos microsphères creuses, utilisées notamment dans le bâtiment. Incorporées comme une charge à une peinture,
Elles vont lui donner des propriétés de réflexion de la chaleur solaire. Elles servent aussi dans d'autres matériaux isolants. Ainsi, grâce à elles, on va gagner en économie d'énergie non seulement en chauffage, mais en climatisation. Depuis moins d'1 an maintenant, ces microsphères sont aussi utilisées pour l'élaboration d'isolants thermiques extérieurs, les ITE. Grâce à elles, ces matériaux ont des avantages. Ils sont pulvérisables, non combustibles, étanches, 100% d'origine minérale et recyclables. Économiser l'énergie, c'est également se protéger du soleil et ainsi limiter la climatisation. Pas besoin de changer le vitrage, les films 3M permettent de réduire l'apport énergétique à travers le verre de 30 à 80% afin de réduire fortement la consommation d'énergie. Cela peut aider, dans le cadre de la loi Élan décret tertiaire, à atteindre l'objectif obligatoire de réduction de consommation d'énergie. C'est jusqu'à 40% d'ici 2030 pour les bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². Contribuer à une énergie plus éco-responsable, c'est contribuer à développer les carburants de demain. En Europe et en France en particulier, d'importantes initiatives sont prises pour développer la filière de l'hydrogène vert. Là aussi, 3M se propose d'apporter ces solutions sous forme de plateformes technologiques aux acteurs majeurs de cette ambition. Ionomer, par exemple, pour la conception des membranes à électrolyte polymère, les PEM, à la fois utilisées en amont du cycle, le power to gas, dans l'électrolyse de l'eau, et en aval, dans les piles à combustible, le gas to power. De nouveaux challenges pour les ingénieurs, de nouvelles opportunités pour un avenir plus responsable. Que d'innovation. Valérie Moal, c'est vous qu'on voit dans la vidéo. C'est moi. Vous êtes bien, hein? Oh, je sais pas. Mais... Quelle présence dans la vidéo. Bon, je vous charrie. C'est gentil de dire. On vient de voir des exemples d'innovation 3M pour l'éolien, les panneaux solaires. J'ai une question en 2 parties. Première partie, en quoi vous êtes, vous, enfin le 3M, engagé dans la transition énergétique dont on nous parle beaucoup. Et là, on voit bien que cette transition, elle existe, elle se traduit en pourcentage. Et puis la deuxième partie de ma question, c'est comment ça change la vie de vos clients et comment ils avancent avec vous dans ce pas de deux, dans ce tango harmonieux pour avancer de manière à ce qu'ils utilisent vos solutions le plus utilement possible. Absolument. Peut-être que je commencerai même par la deuxième partie, dans le fond, parce que si on regarde bien, on n'est souvent pas, nous 3M, vus en premier rang pour la transition énergétique. Quand on le voit bien, on n'est pas forcément connu là-dessus, mais en revanche, on est apporteur de solutions. Et c'est comme ça qu'on aime se présenter aussi. On aime apporter des innovations, des solutions disruptives qui permettent à nos clients, à eux, d'apporter vraiment des solutions qui sont connues et que l'on peut ensuite utiliser. Et donc maintenant, si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire sur la transition énergétique, je dirais qu'il y a peut-être 3 volets. Si on regarde, et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les solutions de la vidéo, on a un volet sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire consommer moins d'énergie au global. Et ça va toucher par exemple les bâtiments. C'est un premier endroit où on peut faire des économies d'énergie. On peut apporter des solutions à travers les films, les vitrages que l'on peut proposer, des peintures particulières. Donc ça, ce sont des exemples dans ce domaine-là. Ensuite, on peut regarder l'intégration des énergies renouvelables. Ça, c'est un deuxième volet très important. Là, ça va impacter surtout les réseaux électriques. On aura l'occasion d'en reparler avec Think Smart Grid aussi. Intégrer ces énergies renouvelables, ça va impacter surtout les réseaux électriques, qui sont vraiment le premier pilier pour pouvoir les intégrer. Et on va pouvoir regarder 2 exemples dont on parlait aussi un petit peu. Sur la partie de la transmission sur les câbles à très haute tension, on a été fabricant de câbles, donc voilà, ça c'est une innovation. Et puis sur la partie distribution, on a besoin de data, on a besoin de données pour pouvoir mieux contrôler le réseau. On propose des accessoires de câbles qui vont intégrer aujourd'hui des capteurs de tension et de courant. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable parce que moi, on dit 3M, c'est quoi? Je dis des post-it. Bah oui, des post-it, bien entendu. Ça, non, pas simplement, en fait, le post-it, c'est rien, quoi, non, par non. rapport à enfin, c'est rien. Par rapport à ce que vous me racontez en B2B, c'est quand même assez extraordinaire. Valérie Moal, je vous repose la même question qu'à Marc. Qui est moteur? Le client, l'ingénieur de chez 3M, la société? Ça ne marche pour moi que si on est dans une véritable collaboration, c'est vraiment important. On apporte nos idées, les clients ont leur challenge et on aime être confronté au challenge de nos clients pour essayer d'apporter des solutions. C'est vraiment comme ça qu'on avance et je pense que c'est la clé. On a, nous, nos plateformes de technologie, on doit avancer ensemble, ce n'est qu'un pari gagnant si on travaille ensemble.
Valérie, on va maintenant écouter Valérie-Anne Langsnar. Vous parliez de Think Smart Grid. Elle va nous présenter une nouvelle façon d'optimiser la distribution d'électricité. Vous nous parliez de câbles électriques. On entre dans le sujet. Je m'appelle Valérie-Anne Langsnar, je suis déléguée générale de l'association Think Smart Grids, qui existe depuis 2015, qui est une association nationale rassemblant les acteurs des réseaux électriques intelligents. Les réseaux énergétiques contribuent à la transition parce qu'aujourd'hui, on intègre, grâce aux réseaux électriques intelligents, plus d'électricité verte et notamment photovoltaïque et éolien sur ces réseaux, ce qui n'était pas possible avant, d'une part. D'autre part, on va permettre le développement de nouveaux usages tels que la mobilité électrique, donc des bornes de recharge pour les véhicules électriques qui vont s'intégrer au réseau, et puis également tout ce qui va être autoconsommation. Aujourd'hui, le plan de relance que souhaite l'Europe et que souhaite chaque pays, dont la France, c'est un plan de relance qui doit à la fois créer des emplois, tout en développant finalement, tout en permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Les réseaux intelligents le permettent, puisqu'ils vont justement intégrer davantage d'électricité décarbonée, photovoltaïque, éolien. Dans les bâtiments, permettre l'utilisation de capteurs qui vont permettre notamment de mieux contrôler la consommation énergétique, et ceci à distance, de pouvoir établir des diagnostics et corriger ça très rapidement. Dans l'industrie, typiquement, ça peut être une participation à ce qu'on appelle l'équilibre offre-demande par soit le fait de se mettre sur le réseau ou de s'enlever. Donc, on va appeler ça de l'effacement de la consommation. Admettons qu'un grand consommateur d'électricité, pour son process, mettons une papeterie, a besoin à un moment donné de plus d'électricité. Bon, ça, il va la demander à son fournisseur, mais on peut également lui demander de s'effacer du réseau, c'est-à-dire qu'il va pouvoir arrêter son process pendant un certain nombre d'heures, de manière à ce qu'au niveau national, le réseau puisse continuer à rester équilibré en offre et en demande. Et pour cela, il va être rémunéré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un véritable gisement en matière de flexibilité et qu'il pourrait y avoir davantage de flexibilité qui soit activée grâce à un audit des process d'industriels. Première proposition, simplifier le dispositif juridico-financier dans le résidentiel collectif de manière à pouvoir accroître la mise en place de bornes de recharge pour la mobilité électrique. Proposition numéro 2, ça va être de proposer un audit des flexibilités industrielles pour mieux comprendre comment on peut dégager des marges de manœuvre dans cet équilibre offre-demande. Troisième proposition, et il y en a d'autres, mettre en place des plateformes permettant de récupérer les gisements d'énergie renouvelable sur les réseaux de distribution. Valérie, comment vous collaborez avec des think tanks comme ceux-là qui ont tendance à vous poser des objectifs assez ambitieux, qui ont une vision très large, très profonde des choses? Quelle est la nature de vos relations avec un think tank comme celui-là? C'est vraiment une collaboration. On est membre en fait de cette association. On essaie vraiment, on a une bonne collaboration, il y a une super équipe et ça permet en fait de travailler sur différents aspects d'échange, de partage, de connaissances sur les projets et les solutions qu'on peut apporter dans ce domaine. Donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est dans un domaine vraiment nouveau. Il faut pouvoir partager et avancer ensemble. Tout à l'heure, vous parliez avec Mélanie de formation. L'association a un axe et un volet de formation, par exemple, qui permet d'étudier et de voir quelles sont les formations qu'il faut développer pour tous les étudiants français, de manière à pouvoir avoir des générations plus tard qui répondent également
aux besoins de notre industrie. Alors, on a parlé d'énergie, on a parlé de transport. Tout à l'heure, Alain Simonet nous disait l'actualité de 2020, début 2021, et ça continue d'ailleurs, c'est la bataille des masques. Il se trouve que 3M est positionné aussi sur des fabrications et des solutions qui nous permettent de vivre ensemble, qui permettent de relever les défis de la crise sanitaire, pas seulement. On va voir un petit sujet qui essaye de synthétiser tout ça, puis on en parle ensuite avec vous, Corinne. Contribuer à sa communauté, c'est concrètement s'assurer de sa sécurité, sa santé et son bien-être. Au bureau, dans les établissements de santé, dans les transports, 3M propose des dispositifs simples et apposables sur tout type de support qui contribuent à préserver la distanciation physique indispensable. Pour protéger les déplacements, 3M a mis en place des solutions simples et personnalisables, temporaires ou à long terme, et pour certaines, sans PVC plus respectueuses de l'environnement. Avec la gamme de casques Peltor, 3M favorise la distanciation physique dans les usines grâce à une protection auditive électronique qui permet de s'entendre même en étant loin. Chez 3M, nous facilitons la continuité des activités personnelles et professionnelles grâce à des solutions contribuant au respect des mesures barrières. Ce que la Covid-19 aura également changé, ce sont les déplacements. Avec le développement de la mobilité douce, la répartition de la route entre voitures, vélos et trottinettes devient plus équitable. Nous contribuons à sécuriser les déplacements en agglomération avec des bornes rétro-réfléchissantes posées rapidement, sans produits chimiques ni matériel dangereux. Et pour celles qui sont temporaires, il est possible de les enlever tout aussi rapidement et simplement sans nuisance et sans laisser de traces. En quelques semaines, ont été installés des kilomètres de signalisation temporaire, clairement identifiables, visibles de jour comme de nuit et par tous les temps. Contribuer à sa communauté, c'est aussi savoir se mobiliser pour protéger le personnel soignant. Avec les masques de protection respiratoire largement diffusés en France et à travers le monde, nous contribuons à la sécurité des soignants tout en leur assurant le confort grâce à la respirabilité de nos masques. Avec 800 millions de masques produits sur les 6 premiers mois de l'année 2020 et un accroissement de notre capacité de production à plus de 2 milliards à fin 2020, nous avons aidé le personnel soignant à rester en sécurité quelle que soit son activité et notamment lors du transfert des patients en avion ou en train. Et nous continuerons à rester à leur côté dans les mois à venir pour assurer leur sécurité. 3M est également aux côtés des laboratoires pharmaceutiques pour faciliter le développement de vaccins et de traitements afin d'endiguer la pandémie Covid-19 à l'échelle mondiale. En effet, les capsules filtrantes 3M facilitent la bioproduction des principes actifs. Elles sont disponibles de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, ce qui est crucial pour accélérer le passage d'une phase de développement à une autre. En s'installant à l'horizontale, les capsules industrielles apportent également une grande ergonomie aux opérateurs. Contribuer à assurer la sécurité et prémunir les risques, c'est tout le challenge des équipes 3M pour un monde plus sûr et durable. Quelque chose me dit que les coronapistes 3M y est un peu pour quelque chose, non, Marc? On n'avait pas prévu la question, hein. Je vous soupçonne vous avez vu d'être impliqué dans ces affaires-là. Je suis sûr qu'avec votre chien, vous avez eu beaucoup de lignes jaunes. Hein, donc... Avec mon chien et ma voiture, surtout pour circuler dans Paris, dis donc. Bon, je ne vais pas vous faire ce procès-là. Hein. Corinne, on a vu les masques, on vous a vu d'ailleurs défendre le masque au service des soignants. Vous êtes une patriote. Tout à fait. Une patriote de la cause. Vous êtes spécialiste des questions respiratoires chez 3M. Là aussi, vous avez de belles histoires à nous raconter sur la bataille des masques dont on parlait tout à l'heure avec Alain Simonet. C'est clair. Alors, je vais réinsister sur le fait que là, nous parlons des masques FFP2 qui sont destinés en priorité aux soignants. Mais en effet, comme l'a dit Alain Simonet, dès le début de la pandémie, 3M a tout fait pour accroître sa production afin d'atteindre très rapidement une production de 100 millions de masques par mois dans les premiers temps, pour ensuite continuer dans les mois suivants à investir et à mettre en place des actions comme par exemple création de nouvelles lignes de production partout dans le monde afin justement d'arriver à doubler notre capacité de production et d'arriver maintenant à produire plus de 2 milliards de masques de protection respiratoire dans le monde par an. Donc vous êtes contente? Eh bien, on est très content puisque cet accroissement de population, cet accroissement de production permet en effet de continuer à protéger tous nos personnels soignants et de répondre à leurs demandes, mais également nous permet de répondre à la demande des secteurs critiques ainsi que de tous nos industriels. Pour ma curiosité personnelle, on n'avait pas préparé la question, je suis désolé pour vous, mais c'est quoi la différence entre ce masque-là
qui me fait envie terriblement, et celui que j'ai dans la poche, qui est un truc qui ressemble à un vieux slip de spa. Alors ça, c'est un masque, c'est ce que l'on appelle un masque de protection respiratoire, donc qui répond à la protection d'un utilisateur. Et il est fait pour protéger l'utilisateur, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir tout un système assez complexe qui va permettre de filtrer l'air que vous allez respirer et ainsi d'avoir respirer un air purifié, contrairement aux masques chirurgicaux ou ce que vous avez, voilà, etc., qui, lui, va plutôt filtrer l'air que vous allez expirer. Et donc, en fait, quand vous portez ce que vous qualifiez de slip, vous protégez... mais ça ressemble vraiment à un slip, hein. Excusez-moi, Corinne. Vous protégez, en fait, les personnes qui sont en face de vous. Donc, en fait, la protection globale se fait par protection réciproque, voilà. Alors qu'avec ce type de masque, vous vous protégez vous-même et dans le cas particulier des masques de protection respiratoire destinés aux soignants, ils protègent aussi le milieu extérieur, protection dans les deux sens. Un peu comme un gilet pare-balles. Tout à fait. Voilà. Alors j'ai des questions qui nous arrivent sur le transport, Marc. Les batteries sont-elles vraiment écolo? Pourquoi ne sont-elles pas recyclables? Bon, ça c'est une bonne question. Vous voulez réfléchir? Non, je vais essayer d'y répondre. Alors, déjà, pourquoi elles ne sont pas recyclables? Il faut bien considérer que le marché ça commence à se recycler parce qu'il faut qu'un marché existe pour que les industriels y mettent beaucoup d'argent. Donc je pense que plus le problème sera visible et plus il va y avoir des industriels pour s'en occuper. J'en veux pour preuve d'autres travaux qu'on avait fait sur les catalyseurs, où on était capable sur les piles à combustible de recycler 99% du catalyseur simplement par un rinçage. Donc tout est possible. Il faut juste laisser le temps à l'industrie de se mettre en place. Sur l'aspect écolo, j'aurais tendance à faire une réponse. Regardez ce que les fabricants automobiles commencent à faire, c'est-à-dire annoncer des fins de fabrication de moteurs à explosion. Malheureusement pour vous, d'accord, mais il n'y en aura plus. Donc ils vont passer au... J'arrive pas à m'y faire. Oui, mais je sais, mais c'est comme ça. Moi, j'ai une critère 2 dans Paris en 2024, c'est fini, quoi. Je fais du lobbying, d'ailleurs, pour repousser à 2028. Mais enfin bon, c'est mon affaire, bon, c'est pas le sujet du jour. C'est la mairie. Désolé. Mais j'ai tendance à dire que donc, les industriels, fabriquer une voiture électrique, c'est plus simple que de fabriquer une voiture thermique. Beaucoup plus simple. D'accord ? Il n'y a pas de boîte de vitesse. Mécaniquement, c'est plus simple. Et j'aurais tendance à la comparer à un téléphone mobile avec des roues. Donc ça peut devenir quelque chose de complètement informatisé. D'où l'histoire on va être capable de faire une voiture autonome, parce qu'elle sera plus électronique que thermique, et d'envisager des choses que personne ne pense. Donc quand on regarde simplement la batterie, on ne voit pas qu'on peut repenser la ville, repenser l'autopartage, repenser la signalisation, la digitalisation de l'environnement. La batterie aussi permet de résoudre certaines problématiques de l'énergie renouvelable. On ne sait pas quoi faire de ces électrons, d'accord? Donc on voit que quand vous avez une belle voiture critère 2 dans votre garage, qui roule 3 ou 4% de son temps, le reste du temps, elle ne fait rien. Une voiture électrique, dans certains... mais elle est belle, ma voiture. Je ne dis pas le contraire. La beauté, c'est quelque chose de très... de pas partagé par tous. Donc, mais une voiture électrique, à terme, sera certainement connectée au réseau. Donc, elle va faire plein d'autres choses. C'est ce que disait ce matin Luca De Meo. Je vais vous passer la parole, Valérie, mais Luca De Meo, le patron de Renault, je reviens à ce papier du Parisien. Lisez-le si vous avez l'occasion de tomber sur le Parisien ce matin. Il parlait de la R5 électrique, mais il disait, dans les 10 années qui viennent, la valeur produite par le process industriel de fabrication de l'automobile va baisser de 25%. En revanche, la valeur fabriquée par les technologies connexes, et vous êtes de la fête, 8 milliards d'euros au bas mot dans les 10 années qui viennent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les problématiques de la voiture connectée et de toutes les solutions qui vont avec, y compris les solutions énergétiques liées aux batteries, c'est l'avenir de la création de valeur, en tout cas dans le secteur automobile. Si j'en crois, cet Italien qui a quand même réinventé la Fiat et qui est en train de nous réinventer une R5 électrique. Il est très, très intéressant, Luca De Meo, et pas du tout langue de bois. Valérie Moile, comment on va pouvoir supporter toutes les demandes en énergie? Parce que c'est ça aussi, je me souviens, il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, les constructeurs automobiles disaient « Oh, la voiture électrique, on n'y arrivera pas, c'est très compliqué, le diesel est de plus en plus propre, l'essence de plus en plus. » On ne les entend plus maintenant, ils disent plus du tout ça. Comment on va supporter la demande en électricité de ces voitures, même si on les partage, comme vous disiez, hein? C'est vrai.
Très clairement, c'est vrai qu'il y a les voitures électriques. Donc là, vous parliez des modèles et aujourd'hui, ils existent et ils sont de plus en plus nombreux. On doit en avoir déjà plus de 200 qui existent. Mais l'autre pilier, l'autre pavé, c'est vraiment les réseaux électriques. C'est une partie vraiment très importante. On a besoin des réseaux électriques intelligents pour pouvoir absorber et manager toute l'énergie qui sera nécessaire pour gérer les voitures électriques. Et quand on parle de ces réseaux électriques intelligents, qui dit pilotage va devoir dire data. Donc on a besoin de données pour gérer ces réseaux. Et qui dit données dit avoir besoin d'objets connectés. Donc les réseaux électriques se connectent de plus en plus. Donc on essaie aussi de proposer des solutions là-dedans, mais c'est vraiment l'enjeu. De la même manière, on va avoir besoin de bornes de recharge. On a de plus en plus, il y a des programmes en France pour développer les bornes de recharge électriques. On doit en avoir plus de 500 000 à l'horizon de 2028. Donc on est vraiment dans ces dynamiques-là aujourd'hui. Et l'autre partie, c'est que, on le disait tout à l'heure, le partage, la flexibilité des réseaux électriques pour pouvoir lisser les consommations, c'est très important. Pour y arriver, il y a des solutions qui vont combiner d'un côté l'usage des voitures électriques et puis de l'autre côté les réseaux. Vous entendrez peut-être parler de ce qu'on appelle le véhicule to X, véhicule to grid, véhicule to home. Votre voiture, chez vous, quand elle est stationnée et qu'elle n'est pas utilisée, comme le disait Marc, vous pouvez réutiliser l'énergie qu'il y a dans la batterie pour pouvoir l'utiliser temporairement et puis vous la rechargez à un moment donné où vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc tous ces équilibres, c'est vraiment très important et ça va de pair aujourd'hui. Mais peut-être le faire avec mon chien. J'ai un chien que je ne vois pas tout le temps, je peux le prêter. Il y a des gens qui prêtent leur chien. Ça s'est fait pendant le Covid, non? Vous prêtiez votre chien pour pouvoir sortir sans masque. Exactement. Ou en masque, en tout cas, mais non, sortir. moi j'ai prêté mon chien à des gens qui n'avaient rien à faire. Enfin, ils pouvaient garder mon chien, moi j'avais autre chose à faire. Et comme ça, mon chien, il sert à tout le monde. C'est un peu comme une voiture. Autopartage, presque. J'arrête de vous raconter ma vie. Corinne Pergral, Méjean, vous pourriez nous raconter que, en fait, ces masques, c'est de la technologie. Et cette technologie, elle est copiée. Parce que le prix du masque augmente, donc il y a des fraudes. Comment vous avez géré ça, vous? Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que dès le début de la pandémie, 3M a été derrière tous les acteurs qui étaient impliqués dans la lutte contre cette maladie, comme le personnel de santé, et que naturellement, nous continuerons à aider tous ceux qui en auront besoin dans les mois à venir, donc naturellement les personnels de santé, mais également tous les industriels qui vont reprendre leurs activités avec de nouvelles contraintes. Et cette aide passe forcément par la fourniture de produits de protection qui sont sûrs et de qualité. 3M a toujours eu une politique active de lutte contre l'augmentation abusive des prix et contre la fraude, dont la contrefaçon. On a vu des super arnaques au début de l'année dernière, c'était dingue. Il y avait des gens qui commercialisaient des vieux masques tout pourris, des gens qui faisaient des masques avec du papier hygiénique quasiment. Tout à fait. C'était un peu bizarre. C'est pour cela que 3M, malgré l'augmentation des matières premières, malgré la forte augmentation de la demande, a décidé de ne pas augmenter ses prix sous ces derniers mois. Et nous avons également mis en place au niveau mondial un système d'identification des contrefaçons. Concrètement, lorsqu'un de nos clients reçoit un produit et qu'il a un doute sur le produit qu'il a reçu, il peut en informer 3M via un formulaire Internet qui, à ce moment-là, étudie sa demande, évalue la demande et lui répond pour le rassurer ou lui indiquer que malheureusement, il peut s'agir d'une contrefaçon. Dommage pour lui. Dommage pour lui. Bon. Merci à tous les trois, Corinne, Marc et Valérie. On va se retrouver dans un instant pour parler du management de cette innovation durable. Effectivement, on a beaucoup parlé des produits, on a parlé des technologies. Comment on la manage dans l'entreprise avec des ressources humaines, avec le recrutement, avec une organisation nouvelle. On va le faire avec nos invités. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter ces invités juste après une vidéo où 3M expose ce qu'on appelle aujourd'hui sa raison d'être, ou plutôt sa vision, comment 3M se projette dans le monde qui vient. Tout a commencé avec une pierre, juste une pierre ordinaire, et l'idée qu'elle pouvait être bien plus que cela. Alors, si c'était vrai, que se passerait-il si tout pouvait être amélioré de manière plus intelligente, plus propre, plus sûre? C'est donc ce que nous avons fait. Et avant que vous n'en preniez conscience, ces idées étaient partout. Sauver des vies, construire des quartiers, et même explorer les étoiles. Des millions de moments chaque jour, et depuis plus de 100 ans, si formidables et si petits que nous les remarquons à peine. Et pourtant, nous les ressentons bien. Ils sont là quand les familles se réunissent, quand les leçons sont apprises, et quand les grandes idées voient le jour pour la première fois. Et nous continuons à nous demander, et si nous pouvions faire encore plus ?
Utiliser nos ressources de manière plus intelligente, construire une entreprise aussi forte que certains de nos produits et permettre à d'autres entreprises de connaître un succès encore plus grand. Comment donnons-nous la faculté et la liberté d'inventer les solutions de demain en cultivant la curiosité des générations à venir pour qu'elles puissent voir dans une simple pierre une destinée tellement plus grande. Retour dans cette table ronde, il y a encore une maquilleuse sur le plateau, mais c'est pas grave, c'est ça le direct. Salut mon ami la maquilleuse. Alors le management de cette innovation durable, on va en parler avec deux personnes, plus 4. Nous en avons 2 qui sont en duplex de Belgique et des États-Unis. Je vous retrouve, Mélanie Marcel, cofondatrice de SoScience. Maxime Bureau est également avec nous. Maxime, vous êtes, vous, à Bruxelles, où il y a le siège européen de 3M. Vous en êtes le directeur des affaires publiques et du développement durable. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, je vais avec vous. Alors, il y a un petit écho. C'est-à-dire que quand votre parole nous arrive, on dirait le bon Dieu quand il s'adresse à Moïse en haut de la montagne et qu'il va lui présenter l'étape de la loi. Donc j'espère que ce problème technique va se régler, sinon je serai obligé de vous appeler Seigneur. Voilà, pendant toute l'émission. Est également avec nous Fabrice Moguet, en direct des États-Unis, du Minnesota, où est le siège de 3M. Fabrice, vous êtes vice-président recherche et développement pour le secteur industrie et sécurité. Bonjour Fabrice, ça va bien? Bonsoir. Bonsoir David, très bien, merci. Ravi d'être avec vous et bonsoir à tous. Fabrice, nous vous recevons 5 sur 5. Avec vous, il n'y a pas d'écho. Donc si on a un petit problème avec Maxime, nous ne l'avons pas avec vous et on est ravis de vous avoir. On accueille également ici en studio, et toujours en direct évidemment, dans ce live 3M, Véronique Delpladabo. Vous êtes directrice RSE pour 3M Ouest Méditerranée et présidente de la fondation 3M France. Pour ma culture personnelle, la fondation 3M France, c'est quoi ? La fondation, c'est quelque chose qu'on a créé il y a 5 ans et qui nous permet de remplir le pilier, comme l'a dit Alain, de Science for Community, donc la science pour la communauté. Et puis on a des grands axes de travail, notamment aussi autour des sciences, autour des jeunes, autour de l'éducation. Bon, vous nous en reparlerez dans un instant. Maxime, est-ce que c'est mieux quand vous parlez? Dites-moi. C'est mieux si Fabrice, effectivement, se met sur mute. Ah, c'est bien là. Là, c'est pas mal. Là, je vous entends parfaitement. Alors, Maxime, comment on décide des grands axes de développement durable d'une société comme 3M? Comment on engage les équipes à se mobiliser en fonction de ces grands axes de développement durable? On n'appuie pas sur un bouton et ça ne descend pas comme une cascade à champagne. Comment ça fonctionne? Il y a déjà, merci pour votre invitation. Vous m'entendez correctement? À peu près. À peu près. C'est quand même mieux qu'on se voit la prochaine fois. Tout simplement, on regarde le monde et je veux féliciter mes collègues aujourd'hui parce que c'était très intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. Ça va vous surprendre, David. Mais j'ai appris plein de choses pendant 1 heure, là, 1 heure et quart, puisqu'effectivement, ils nous ont parlé de beaucoup de produits qu'on fait dans différents domaines de la santé, de l'énergie, du transport et autres. Alors, comment nous, on commence à la base, c'est on regarde le monde. On écoute nos clients, comme mes collègues vous l'ont expliqué, mais comment on regarde les tendances générales aussi. Et je peux dire très simplement, pour être rapide, c'est qu'on regarde beaucoup les Nations Unies. Moi, je m'occupe aussi effectivement des politiques publiques. Donc, avec notre équipe dirigeante en Europe, Moyen-Orient, Afrique, ainsi qu'avec les États-Unis, où Fabrice est au siège, eh bien, on réfléchit, on regarde les tendances mondiales. Comme je vous disais, les objectifs de développement durable des Nations Unies sont pour nous, je dirais, un peu la base méthodologique et intellectuelle. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait très simplement, David? Eh bien, on a regardé les 17 objectifs de développement durable. Et puis, à côté, eh bien, on a mis ce qu'on faisait 3M, soit avec des projets en interne, soit avec des projets avec nos clients. Et on a regardé où on pouvait contribuer. Alors, la bonne nouvelle, c'est que on contribue, ça va vous faire peut-être un peu sourire, mais sur les 17, on contribue peut-être sur 16. Il y en a un seul qu'on n'arrive pas peut-être ou vraiment à contribuer, c'est sur la vie sous la mer. Vous voyez, alors, je ne sais plus, c'est le numéro 14. Donc, effectivement, là, c'est un peu difficile. Mais sinon, dans les autres, on contribue. Par exemple, le numéro 4,
la qualité de l'éducation, mes collègues l'ont mentionné, Alain, on fait beaucoup de choses évidemment avec les universités dans l'éducation au niveau de tout ce qui est sciences, technologies, engineering, mathematics, par exemple. Un autre exemple, et on fait, vous le savez, avec les SEC, par exemple, à Paris, en France. Un autre exemple, ça va être bien sûr sur l'égalité homme-femme, le numéro 5. Mais si vous me dites, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, c'est nos technologies, comme mes collègues ont expliqué. Eh bien là, directement, on travaille sur 7 objectifs. Hein, ça va être, par exemple, je regardais la slide qu'on a fait pour notre PDG. Vous voyez, je partage avec vous, c'est sur la santé, le numéro 3. C'est sur l'énergie que Valérie Morel mentionnait très très bien. Ça va être sur la protection des hommes et des femmes qui travaillent, comme ma collègue mentionnait avec les masques, pas seulement dans le secteur médical, mais aussi dans l'industrie, etc. Vous voyez, donc on en a 14 et mon ami mentionnait aussi, par exemple, ce qu'on fait pour remplacer le SF6. Ça, c'est très important. C'est au niveau de donc là, la relation avec le COP qu'il va y avoir à Glasgow, tout ce qu'on fait pour le climat aussi, notamment. Donc voilà, je ne veux pas être trop long. Les engagements, comme on l'a dit, il y a des solutions. On regarde les tendances extérieures et dernièrement, bien sûr, comme Alain mentionnait, on a des engagements avec la carbon neutrality, sur la réduction de notre consommation d'eau et sur notre réduction de l'utilisation du plastique. Maxime, voilà, Maxime, une question, je voudrais une réponse très, très brève parce que le temps presse. Qu'est-ce qui marche le mieux, l'incitation ou la contrainte? Je dirais que vous avez les deux. De toute façon, les deux sont nécessaires pour faire avancer les choses. Donc, moi, j'aime bien on aime bien, nous, d'avoir des buts très précis. Et si vous parlez d'incitation ou contrainte, par exemple, la politique publique est un très bon instrument quand elle est faite d'une manière scientifique, avec des impacts, des analyses d'impact fortes. Comme ça, on a une politique publique intéressante à moyen long terme. Donc, ça peut être les deux. Merci Maxime. Vous restez avec nous, Véronique Delplat-Dabon, directrice de la responsabilité sociale et environnementale pour 3M. J'ai le sentiment qu'il y a 20 ans, ces problématiques étaient beaucoup moins audibles dans les organisations. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que votre job est non seulement passionnant aujourd'hui, mais surtout qu'il est suivi d'effets? Alors, concrètement, déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Maxime à l'instant, quand on a commencé 3M à travailler sur ces sujets, 1975, donc, la prévention de la pollution paye, en fait, c'était déjà dans une démarche d'anticipation des futures législations. Donc, on a toujours été aussi en avance sur les législations pour faire avancer ces sujets de développement durable. Alors, être directeur de la RSE, c'est vraiment très, très passionnant. Je ne sais pas comment c'était il y a 20 ans, parce que je n'étais pas dans ces postes-là, mais je crois que moi, je ne peux pas dire que c'était mieux avant, pour le coup, parce que je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. C'est vraiment intéressant, exactement. Pour ce type d'objectif. Tout à fait. Je pense qu'au début, ça restait quand même, d'ailleurs même chez nous, c'était beaucoup dans nos opérations, dans nos usines. Voilà. Après, ça a évolué au fur et à mesure avec justement les produits, la supply chain, enfin la chaîne d'approvisionnement. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est vraiment transverse, qui est à peu près partout. Justement, vous parlez de transversalité. Vous avez le sentiment que ces objectifs sont partagés? Vous avez des choses, des solutions qui remontent de la base? Vous avez peut-être une évolution culturelle dans l'industrie qui fait qu'aujourd'hui, les ingénieurs, les collaborateurs sont bien plus concernés par ces questions qu'ils ne l'étaient auparavant? Et même les responsables marketing, je dirais. Pour moi, c'est exactement comme tout ce qui est digitalisation. Quand on a commencé à faire du e-business, quand on a parlé de digital, c'était vraiment un petit groupe d'experts dans son coin qui travaillaient là-dessus. Tiens, t'as vu ça, etc. Mais c'était pas très partagé. Aujourd'hui, quand on prépare un business plan, quand on réfléchit à ce qu'on va faire, quand on fait un plan de com, forcément, ça en fait partie. Pour moi, ça sera exactement la même chose dans le développement durable. Il y aura toujours des experts, parce qu'il y a des choses très techniques, bien sûr, à faire, mais ça sera aussi partagé par l'ensemble des fonctions. Je vais vous poser la même question à Fabrice Moguet qui est aux États-Unis. Il est en duplex avec nous. Fabrice Moguet, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends parfaitement bien, David. Génial. On est ravis. Quelle heure il est là dans le Minnesota? Il est 11h20 du matin. Il y a une belle lumière, j'ai l'impression. Il fait beau ou pas? Il fait très beau. Je rêve de retourner aux États-Unis, faire un voyage de vacances. Comment vous placez-vous les enjeux de développement durable au cœur de l'innovation industrielle? Quelle est votre approche? Je dirais, David, que fondamentalement, de mon point de vue, il y a 3 éléments essentiels.
à prendre en compte quand on veut orienter la recherche et développer des solutions qui ont un impact, je dirais, tangible sur l'environnement durable. Tout d'abord, et on en a beaucoup parlé ces dernières minutes, il est vraiment essentiel d'avoir une approche qui met l'innovation avec un engagement des clients. C'est ce qu'on a fait fondamentalement depuis 20 ans. Vous posiez la question à Valérie et Marc tout à l'heure, quels sont nos processus et comment on intègre ça. On a un processus qu'on appelle Customer Inspired Innovation, donc l'innovation inspirée par les clients, qui est vraiment le point de départ pour tout ce qui concerne les activités de recherche et fondamentalement le développement de nouvelles solutions. C'est vraiment le cœur. Et à cela, évidemment, on couple les capacités technologiques dont je vais reparler dans quelques instants. Le deuxième élément essentiel, c'est vraiment de fixer des objectifs concrets, des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables et des objectifs, je dirais, ambitieux qui sont associés à l'environnement durable. Ça permet pas seulement d'orienter les acteurs de la recherche, comme mes équipes de chercheurs, je dirais, mais aussi les acteurs de l'aspect commercialisation, voilà, la concrétisation d'un objectif business, je dirais. Et concrètement, depuis 2019, chez 3M, on s'est fixé un objectif que 100% de nouveaux produits aient un impact associé à l'environnement. Une valeur ajoutée associée à l'environnement, à la durabilité, à l'environnement durable. Donc ça, évidemment, ça oriente, ça nous a permis de reclarifier les priorisations dont vous parliez tout à l'heure avec Mélanie, ça nous a permis de reclarifier nos portfolios de nouveaux produits et ça nous a permis aussi de repositionner ça évidemment avec nos clients. Le dernier élément, c'est vraiment le cœur aussi, c'est évidemment l'aspect technologique. On a une autre méthodologie qu'on appelle Technology Roadmap, qui est fondamentalement et proactivement de mapper, de définir quelles sont les technologies dont on va avoir besoin à court, moyen et long terme, donc dans un aspect futuriste, un forward-looking comme on dit en anglais. Quelles sont les technologies qui sont les capacités technologiques dont on a besoin pour avancer. Donc concrètement, ces dernières années, un exemple concret, on a bâti des axes de recherche sur l'utilisation des matériaux naturels pour les non tissés. Aujourd'hui, cette année, au regard de ces travaux, on a introduit un nouveau produit qui est associé au système d'emballage, au packaging du marché de la vente en ligne, qui évidemment a complètement explosé avec les volumes d'emballage carton, d'emballage d'enveloppe qui ont augmenté de manière exponentielle, qui posent fondamentalement aussi un problème par rapport à l'impact et à l'environnement. Cette année, on lance un nouveau produit qui est 100% recyclable et compost. C'est un défi que l'on peut composter. C'est un vrai défi. Aujourd'hui, on commande sur Amazon des trucs, on recommande une petite cuillère, elle arrive dans un carton d'1 mètre cube. Exactement. Ben voilà, 3M apporte cette année une solution avec, encore une fois, ou des enveloppes ou des cartons, selon la taille des produits qu'on cherche à emballer. Mais encore une fois, une solution novateur qui sera 100% recyclable et que l'on peut composter. Le dernier exemple que je voudrais partager, on a parlé beaucoup de l'impact. On parlait de remplacement de la soudure par des matériaux de collage tout à l'heure, encore une fois avec Marc, pour l'impact de la réduction des poids de différents composants industriels qui impactent une réduction du CO2. Les systèmes de collage qu'on a développés ces dernières décennies ne permettaient pas, je dirais, un décollage facile. Et pourquoi je pense au décollage? Parce que ça facilite le recyclage. Donc ne permettez pas d'avoir une accessibilité, si vous voulez, à l'opportunité de recyclage de certains composants industriels en fin de vie. Décollage de quoi, par exemple? Sur le marché, une colle qui est capable d'être collée et décollée à la demande, avec différents systèmes et différents processus, mais de manière très simple de savoir décoller un joint de colle entre deux matériaux différents. Et concrètement, avec tous les acteurs du marché électronique, c'est un produit qui sera introduit d'ici à la fin de l'année dans nos téléphones et dans nos tablettes. Et vous savez très bien qu'il y a différents matériaux, que ce soit des matériaux métalliques, plastiques. Et encore une fois, l'aptitude en fin de vie d'un téléphone, d'un ordinateur, d'une tablette, à pouvoir désassembler et en conséquence accélérer le recyclage. Et encore une fois, une solution qu'on apporte sur le marché. Donc voilà ce qu'on fait concrètement chez 3M. Voilà les 3 piliers. Voilà nos intentions, nos objectifs. Voilà comment on prend peut-être le taureau par les cornes, si je puis dire. Comment on se positionne comme un acteur leader dans ces challenges et la dimension dont vous parliez avec Mélanie tout à l'heure. Voilà quelles sont nos intentions. Voilà comment on l'intègre concrètement dans nos actes de recherche.
Et voilà comment on essaie d'être entrepreneur et futuriste, parce qu'il faut savoir répondre à la demande d'aujourd'hui, mais aussi anticiper à quelles vont être les demandes à une échéance de 5, 10 ou même 50 ans, par exemple. Merci. Donc voilà fondamentalement comment on intègre au cœur de nos activités, au cœur de notre raison d'être en tant qu'entreprise et de notre position leadership sur l'environnement. Merci Fabrice. Vous parliez de ce que nous disait tout à l'heure Mélanie Marcel. Mélanie, elle est avec nous toujours. Quelles sont les choses qui se font, les 3 choses à faire ou à ne pas faire d'ailleurs? Quelles sont les erreurs courantes quand on veut s'engager sur la voie de l'innovation durable? Fabrice Moguet des États-Unis vient de nous expliquer une méthode de la transversalité, évidemment une réflexion avec des partenaires, des choses très précises aussi, on ne prend pas tout, des choses très précises. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous avez observées vous, puisque vous avez un point de vue imprenable sur ces affaires-là? Alors il faut savoir que c'est aussi des affaires qui sont assez jeunes finalement pour les entreprises et du coup c'est normal de faire des erreurs. Nous, les plus grandes erreurs ou disons les choses où on pourrait aller encore plus loin qu'on voit la plupart du temps dans le monde industriel, c'est d'abord ne pas seulement faire de la réduction d'impact négatif, mais là on l'a vu avec 3M, il y a des très beaux produits qui sont pensés pour apporter des solutions et c'est vraiment comme ça qu'il faut penser les choses. Et il y a encore trop d'industries qui sont très centrées sur eux-mêmes et pas sur vraiment est-ce que mon produit répond à un problème et apporte vraiment une solution. Donc ça, c'est la première chose à faire ou à ne pas faire. La deuxième chose, c'est désiloter. Désiloter en interne. Il y a encore 30 ans de ça, la RSE, c'était la RSE. Et puis si on voulait faire de l'impact social, ça se passait au département RSE. Et puis voilà. La R&D, c'était la R&D. Pour faire de l'innovation produit, ça se passait dans le département R&D. Et les deux ne parlaient jamais ensemble. Aujourd'hui, ça a bien changé. Mais il faut vraiment, et là je vais vraiment tout à fait dans le sens de Véronique, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Nous d'ailleurs chez Socience, quand on travaille avec un client, la journée où on définit les priorités, on veut absolument que tous les départements soient représentés. Donc de la R&D, de la RSE, du marketing, des sales, etc. C'est l'enfer. Ça doit faire des réunions de dingue, des trucs avec des armées mexicaines. Comment on fait pour clarifier les choses après ? Alors, c'est pas facile de se mettre d'accord sur une vision. D'ailleurs, qu'on soit 10 ou 50, c'est toujours compliqué. Mais non, on fait des réunions entre 15 et 20 personnes, mais il faut de la diversité. Ce qui compte, c'est la diversité dans le groupe. Et ensuite, il faut se mettre d'accord. Maxime, vous m'entendez ? Vous m'entendez bien, Maxime ? Tout à fait, je l'entends très très bien. Maxime, je voudrais savoir que vous partagiez avec nous ce qui n'a pas marché chez 3M. Quelles sont les erreurs que vous ne referiez pas ou qu'est-ce que vous éviteriez de faire fort de votre expérience ? Oui, ça nous arrive. Ça nous arrive souvent. Et vous savez, c'est comme ça qu'on a découvert le post-it, comme vous savez. Alors, c'est en faisant des erreurs. Alors, sur la mise en place du programme de RSE, et c'est bien ce que vient de dire Mélanie, je suis tout à fait d'accord avec elle, ça englobe un peu tout le monde. Nous, c'est comme ça qu'on travaille d'ailleurs, dans le conseil de comité de direction ici. Il y a la HR, les ressources humaines, il y a le manufacturing, donc les sites de production et les gens qui travaillent dans les différentes divisions. Mais je reviens à votre question, David. Eh bien, par exemple, on utilise beaucoup de papier. Et c'est vrai qu'on a été interpellé, par exemple, c'était en 2015, on avait été interpellé par une ONG, assez justement, qui nous disait « Mais qu'est-ce que vous faites avec votre papier ? Quel est votre... où allez-vous chercher le papier ? Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez... » Il y a une traçabilité très claire de cela. Et au début, on a été un peu gênés. On dit « Oui, est-ce que... Bien sûr, on devrait savoir, etc. » Et on avait des processus qui n'étaient pas à ce moment-là encore très robustes. Eh bien, la bonne nouvelle, si vous voulez, après, au début, un peu des hésitations, eh bien, on a fait un partenariat avec cette ONG pour mieux comprendre les enjeux, voire améliorer nos processus en interne. Et on a créé un programme qui s'appelle le Pulp and Paper Policy, donc Pulp and Paper Policy, et avec une traçabilité, si vous voulez, très claire du papier, comprendre de quelles forêts, d'où elles viennent, et comment elles sont régénérées. Et donc, on le fait chaque année. On a
un rapport annuel chaque année qu'on fait avec cette ONG. Et donc ça, c'était intéressant. D'une solution, soi-disant peut-être un peu difficile, et bien non, justement, on a pu créer un débat, une discussion, et puis des processus et avec des résultats. Maxime, oui, Mélanie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'une ONG peut pousser un groupe à aller dans le bon sens. Et du coup, quelque chose qui est extrêmement intéressant sur cet exemple, c'est que peut-être, alors c'est sur la supply chain, donc c'est quelque chose de particulier, mais finalement, quand on parle d'innover pour un futur durable, on pourrait se dire, 3M innove déjà avec ses clients. Est-ce que demain, 3M innovera peut-être avec les communautés, avec d'autres ONG, avec des entrepreneurs sociaux, etc., etc. Et donc, on voit qu'il y a encore un chemin et beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc ça, c'est très intéressant. Maxime, je vous garde encore une poignée de secondes. Quel est le rôle de l'actionnaire dans tout cela ? On en parlait tout à l'heure avec Alain Simonet. On a vu tout récemment le conseil d'administration de Total, l'actionnariat de Total, lui dire « vous n'en faites pas assez, c'est insuffisant ». Comment a évolué le rôle de l'actionnaire sur ces questions-là ? Oui, nous, il évolue très bien. Pourquoi ? Parce que nos actionnaires sont aussi des clients, hein. C'est nos clients, c'est nos employés. Et donc, c'est intéressant votre question, parce que l'année dernière, on a eu une discussion sur ce fameux acronyme, vous savez, ESG, environnemental, social et governance. Donc, des nouveaux critères, effectivement, comme disait Alain, de Wall Street. Eh bien, notre conseil d'administration nous a un peu poussé, c'était il y a un an, en disant, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait sur ça ? Et justement, c'est là qu'on a encore amélioré un processus, donc poussé par les actionnaires, poussé par notre conseil d'administration mondial, et on a fait nos premiers rapports en ESG, c'est-à-dire comment on contribue sur l'environnement, le social et la gouvernance. On a créé un processus, comme je disais tout à l'heure, on a regardé les objectifs de développement durable et tous les projets qu'on faisait, et on les a classifiés, si vous voulez. Et par exemple, en Europe, on a fait notre premier rapport au premier trimestre et qu'on a présenté à notre PDG mondial. Eh bien 46% de nos projets en Europe, Moyen-Orient vont vers le environnemental. Comme disait Mélanie, beaucoup sur la supply chain, sur nos opérations, parce que c'est là où on a 44 sites de production, hein. C'est beaucoup. Ensuite, c'est dans le social. 38%, c'est vers le social. Ça va être pour la formation des jeunes ou de nos équipes, hein, c'est varié. Ou bien ça va être 16% sur la gouvernance. Et la gouvernance, et je finis sur cela, c'est intéressant, ça par exemple des projets où on veut qu'il y ait une meilleure passation des marchés publics, et qu'elle soit transparente. Nous, on veut qu'il y ait une passation avec de la traçabilité, donc que ce soit du electronic public procurement, ou que ça soit électroniquement fait, comme ça il n'y a pas de corruption. Voilà, j'en reste là, mais très clair, on est très proche de nos actionnaires et on réagit beaucoup avec eux parce qu'ils sont nos clients aussi. Véronique, on parlait de social, de gouvernance. Il y a une problématique aussi qui fait, d'une certaine façon, aussi partie de l'innovation durable. C'est la question des ressources humaines, de la diversité, de la contribution sociale de l'entreprise à la diversité. Comment se positionne 3M sur ces sujets qui sont très à la mode ? Alors c'est vrai que c'est à la mode, mais chez nous, ça fait aussi pas mal de temps qu'on pratique ce genre de choses. On a une fondation, donc tout à l'heure j'en parlais, en France. On en a une aussi pour notre région en Espagne. On a des grands axes de travail. Et ce qui est spécifique, c'est qu'on est aussi beaucoup sur permettre à nos employés de contribuer. C'est-à-dire que ce n'est pas juste donner des sous, c'est avoir des employés qui vont être impliqués sur des programmes et qui donnent aussi un sens à leur vie dans l'entreprise. Donc en France, on a quelques axes, toujours autour de la science dont on parlait tout à l'heure. On est par exemple partenaire de l'Univers Science, c'est la Cité des sciences et de l'industrie. Donc on fait avec eux des sensibilisations, des programmes, des présentations des métiers d'ingénieur, des métiers de la science, etc. On a aussi, et là pour le coup, Mélanie disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas le sujet des RSE, c'est pas que le directeur de la RSE, sinon ça serait un peu dur hein, quand même. Par exemple sur ces sujets-là, moi je travaille avec la communauté technique en permanence, avec le responsable, le directeur de la R&D, et avec tous les ingénieurs qui ont envie de contribuer, qui ont envie de participer, de faire des démos. On a aussi par exemple monté un jeu de réalité virtuelle qui explique les fameuses STEM, sciences, technologies, engineering, maths. Donc c'est un jeu qui se joue sur PlayStation et qui permet de jouer à 3 et de découvrir aussi ces différents aspects. Donc ça, c'est vraiment un axe aussi qu'on développe beaucoup. Bon, ça va plaire à la génération climat, ça.
Parce qu'en fait, vous avez un enjeu, c'est aussi il y a une bataille. Il y a une bataille aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus faire de production, les jeunes ingénieurs, ils veulent aller faire de la stratégie, de la banque d'affaires, alors que là, on vient d'assister à une leçon de choses assez intéressante. C'est un peu science et vie de la Terre, 3M, on apprend pas mal de choses, de sciences physiques, de sciences mécaniques, et il faut aller chercher des bons ingénieurs pour le faire, le futur durable. Parce que s'ils veulent tous aller faire des vidéos et faire du blogging beauté ou des âneries sur Instagram, on est assez mal barré. Donc, il va falloir aller chercher les ingénieurs et les séduire, et les ingénieuses aussi, parce que là aussi, il y a un challenge. Donc, vous avez du plein sur la planche. Voilà, je vous remercie tous les quatre, Véronique, Maxime Bureau, pardon, Véronique, Fabrice et Mélanie, et bien entendu ceux qui vous ont suivi pendant cette table ronde. On approche de la conclusion. La conclusion, elle appartient à Alain Simonet, mais il m'a promis que ce serait une conclusion qui nous ouvrirait sur la suite. Voilà, on se retrouve juste après le jingle avec Alain Simonet. Alain, on arrive au terme de cette émission, de ce programme. J'ai le sentiment qu'il permet de mutualiser beaucoup de choses. Vous allez le regarder à tête reposée ensuite, parce qu'évidemment, il y aura une vidéo, et vous vous direz oh, on aurait pu dire ça, on a oublié ça, ou on n'est pas assez bon là-dessus, on a été trop déclaratif, on n'a pas donné assez d'exemples ici. Enfin bon, vous inspecterez les travaux finis et ce qui peut être amélioré en équipe. Vous le partagerez avec peut-être des nouvelles recrues, avec des équipiers, des managers chez 3M, et évidemment les clients, les partenaires qui ont pris le train en marche pourront la visionner, j'imagine, sur le site de 3M. Je voudrais votre sentiment à l'issue de cette heure et demie. Mon sentiment, si je devais le résumer, c'est de la contrainte à la passion. C'est à nouveau, pendant cette heure et demie, ce que j'ai vécu. J'ai pris des tonnes de notes. Je ne vais pas les reparcourir parce que ce n'est plus le moment, mais je vais les reparcourir. Et j'ai trouvé ça passionnant, inspirant, et j'espère que pour notre audience, ça a été le cas aussi. Avant peut-être d'amener quelques mots de conclusion, parce que je ne peux pas laisser une situation comme celle d'aujourd'hui telle qu'elle est. Ça n'est pas un slip. Nous avons une entreprise fabuleuse, le slip français, qui sait répondre à ça. C'est un masque FFP2. Vous en aviez envie, vous le vouliez, 3M l'a fait. Ah, merci. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très touché et je vais le garder intact en souvenir de cette émission. Et puis pour le montrer en disant à mes filles, oui, tu m'impressionnes avec ton masque, avec des logos, des trucs. Mais t'as vu, moi j'ai un vrai masque FFP2, ma fille. Donc portez-le haut, portez-le bien et vous serez bien protégé. Le rendez-vous de ce soir, moi, il me touche et il m'inspire à deux titres, à double titre, au risque de vous faire sourire. Premièrement, parce que je suis ingénieur de formation et deuxièmement, parce que je suis auvergnat. Donc je vais peut-être plus aller sur le premier que sur le second point. Mais sur le premier point, ce que j'ai entendu aujourd'hui, à la fois par les illustrations de nos invités, et je pense que c'était important que mes collègues, mes collaborateurs puissent parler de ce qui se passe au sein de 3M, mais ce qui est toujours plus riche pour nous, c'est de pouvoir écouter et illustrer par ce qui se passe à l'extérieur de 3M. Vous l'avez entendu, je pense que vous l'avez senti, David, le Customer Inspired Innovation dont Fabrice, Marc et d'autres ont parlé, c'est pas juste un joli slogan, c'est véritablement la façon, et j'ai mené de nombreux business, de nombreuses activités au sein de 3M, la façon dont nous fonctionnons avec nos clients. J'espère qu'ils se retrouvent dans cette description de nos modes de fonctionnement. S'ils ne le font pas complètement, qu'ils viennent vers nous, au contact, pour qu'on puisse avoir ces échanges riches. Donc je suis resté ingénieur dans l'âme et quand j'entends donc les différents intervenants, ce qui m'enthousiasme, c'est de me dire qu'il y a tellement à faire. Donc de la contrainte au possible et à la passion. Oui, parce qu'en préparant l'émission, il dit, moi je ne veux pas fanfaronner, je ne veux pas tirer des plans sur la comète.
on est au début d'un chemin où l'humilité mais l'ambition, hein, ça a été dit aussi par Fabrice, doivent être les éléments qui nous conduisent. Et je crois qu'on peut réinventer ces métiers d'ingénieur. Je pense que les ingénieurs de demain, Dieu merci, ne seront pas l'ingénieur que j'ai été ou qu'on a instillé en moi. Je pense que c'est vraiment, il faut que ce soit différent, il faut que les valeurs soient différentes, et on le sent bien dans les débats, mais aussi dans les possibilités. Et je dis souvent que 3M, c'est comme en bon français, un candy store fantastique. Vous l'avez vu, il y a une diversité de solutions, de possibilités, de technologies, de produits existants ou de talents ou d'idées et de connaissances qui ne demandent qu'à être quelque part évaluées. Après tout, mettons-les au test de ces réalités de développement durable et de voir si elles peuvent porter leurs fruits. Voilà, donc moi, encore une fois, je pourrais parcourir de nombreux éléments. Et puis, il y a aussi des éléments très tangibles, hein, 30 milliards d'euros dans le plan Relance France, 750 milliards d'euros dans le plan de relance européen avec, on va dire en moyenne, quels que soient les pays, 30% sur le développement durable, sur le reste, on a parlé d'enjeux sociétaux et de numérisation des technologies. Je pense qu'il faudrait être sot pour ne pas non plus, d'un point de vue business, voir cela et vouloir l'adresser. Donc voilà, je pense que les planètes s'alignent, espérons qu'elles s'alignent réellement pour qu'on puisse aller de l'avant. Et puis Auvergnat, parce que je suis Auvergnat, et donc je suis né dans la plus belle région du monde, la plus belle nature du monde, et quelque part, c'est un peu comme un footballeur qui joue dans un grand club, pouvoir allier son métier, son quotidien à ce qu'on a envie de défendre, ou en tout cas quelque chose qui est plutôt noble et pas désagréable. Il serait difficile de se plaindre et il serait dommage de ne pas essayer d'avancer. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai retiré de cette soirée. J'espère que nous aurons le plaisir d'en débattre à nouveau, ensemble, avec l'audience qui était là aujourd'hui et peut-être en face à face, qui ne serait pas désagréable non plus. Bah oui, il est temps peut-être de se retrouver dans la vraie vie. Ça fait aussi partie de la qualité de notre environnement, d'arrêter de se passer à côté les uns, à côté des autres, et de se retrouver dans des événements où on puisse se serrer la main, partager un plat auvergnat. Moi, je suis un amateur de truffade. Donc, très bien, la truffade, voilà, c'est parfait. Bon, c'est un plat léger, pour du l'été, fromage fondu, des pommes de terre. Parfait. Bon, allez, j'arrête de faire l'idiot. Je voudrais vous remercier. Moi, j'ai appris des choses. C'est essentiel. On ne fait rien tout seul. Les petites choses font les grandes choses. On voit que vous êtes aux interstices de solutions, à la confluence de problématiques qui engagent plusieurs savoir-faire, plusieurs industries, plusieurs partenaires, plusieurs clients, qu'il faut avancer main dans la main, qu'il faut concerter énormément, qu'il faut séduire aussi les talents. Vous avez un challenge, mais je crois que c'est le challenge de tous les industriels, et qu'évidemment, il ne faut pas promettre ce qu'on ne peut pas tenir. Donc, à bas le greenwashing, vive les actes concrets. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Si vous voulez, si vous l'avez prise en marche, sachez qu'évidemment, vous pourrez revoir ces vidéos, j'imagine, sur le site de 3M. Et si vous avez des questions, je crois qu'il y a une adresse email qui s'affiche et que les équipes de 3M sont à votre disposition. Pour ma part, ça a été un plaisir. J'ai beaucoup appris durant cette heure et demie. J'espère que vous aussi. Et à bientôt dans la vraie vie. Merci à tous. Merci Alain. Merci, à bientôt. Merci.